LCI-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il se dit de gauche et de droite. Il réussit à faire campagne sans parti politique. Après les affaires politico-judiciaires, il appelle les électeurs du centre et de la droite qui hésitent à le rejoindre. Mais l'écart ne devient-il pas trop grand pour Emmanuel Macron? Son ambition est-elle réalisable et tenable? Comment convaincre la gauche et la droite à ses côtés et vice-versa? Emmanuel Macron ou le jeu de l'équilibre? On en parle avec mes invités. Arlette Chabot, éditorialiste politique à LCI et Europe 1. Nicolas Prissette, journaliste, auteur de Emmanuel Macron en marche vers l'Élysée aux éditions Plomb. Franck Keller, conseiller municipal Les Républicains de Neuilly. Et Barry Zakiari, sénatrice PS de Paris et délégué national d'En Marche. Merci à tous les quatre d'être là. On va tout de suite parler de cette nouvelle prise pour Emmanuel Macron. L'ancien maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, soutient le candidat d'En Marche. On l'écoute. Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. Je vous dis tout de suite, je n'appartiens pas à En Marche. Je n'appartiens pas à l'équipe d'Emmanuel Macron, mais je l'aiderai dans la liberté. Il y a quelque chose que je veux dire d'Emmanuel Macron. Il est intelligent, il a du talent, mais il sait écouter et il sait accepter des nuances ou des désaccords. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Nicolas Prissette, il a toutes ses qualités, Emmanuel Macron, comme le dit Bertrand Delanoë. Il sait écouter notamment et prendre en compte. C'est tout l'enjeu pour lui, ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'être capable d'être le réceptacle, l'interlocuteur à la fois de ralliement de droite et de ralliement de gauche. Alors en ce moment, c'est des ralliements de gauche, et puis d'autres qui pourraient venir, parce qu'on entend parler d'autres noms que celui de Bertrand Delanoë. Jean-Yves Le Drian est évoqué. Alors Jean-Yves Le Drian s'est déjà rapproché des équipes d'Emmanuel Macron, ça ne remonte pas de ces dernières semaines, quand Emmanuel Macron était au gouvernement, quand on comprenait qu'il allait le quitter, fonder son parti, et être candidat à l'élection présidentielle, eh bien, il y avait déjà eu des contacts, des relations entre les proches d'Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, donc le ministre de la Défense, proche de François Hollande. Et la question suivante, c'est est-ce que les Hollandais vont rejoindre Emmanuel Macron, donc de nouveaux ralliements de gauche? Le président de la République, on ne sait pas pour qui il se prononcera dans cette élection présidentielle. Il laisse planer un certain suspense, mais ses proches, son entourage, ses amis... Il laisse sous-entendre, en tout cas, dans la dernière interview du Monde, que, en tout cas, pour battre Marine Le Pen, il sous-entend qu'au second tour, ce sera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a une tentation, Macron, chez les Hollandais, puis un signe qui ne trompe pas beaucoup, c'est que dans l'organigramme de campagne de Benoît Hamon, vous trouvez seulement 2 Hollandais, et pas forcément les plus connus, à savoir Kader Arif et la sénatrice Frédérique Espagnac. Arlette Chabot, l'ambition d'Emmanuel Macron, clairement, c'est de dépasser justement ces clivages droite et gauche. Oui, c'est la démarche initiale. Alors, ça marche, si j'ose dire, parce qu'effectivement, on voit bien, il y a un tel à la fois désarroi, décomposition de tout l'ensemble du système qu'il avait bien senti, et ça va même peut-être au-delà de ce il avait pu imaginer ou ce dont il avait pu rêver depuis le début. Bon, en même temps, on voit bien les limites et on s'interroge forcément depuis le début. Avoir comme soutien, Bertrand Delanoë, c'est très bien parce qu'au fond, c'est plutôt un bon appui. Il a quitté justement depuis la mairie de Paris, l'hôtel de ville, il a quitté un peu la politique, il s'est mis en réserve. Il a refusé d'entrer dans tous les gouvernements comme François Hollande pouvait lui proposer. En même temps, donc encore une fois, on peut effectivement se poser des questions parce qu'il y a Robert Rue, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, il y a François Bayrou de l'autre côté, on parlera aussi, et mon voisin à côté le dira, des soutiens qu'il peut trouver effectivement à droite. Donc au bout d'un moment, on comprend bien ce que dit à l'instant Bertrand Delanoë. Il entend les différences, les nuances, bien obligé. On voit à l'antenne d'ailleurs les soutiens d'Emmanuel Macron, gauche, centre et droite. Voilà, donc il y en a quelques-uns, on va y revenir dessus. Oui. Bien sûr, il y a des nuances et des différences, il y a même franchement de profondes divergences. Donc c'est toute la difficulté, c'est tout le pari effectivement d'Emmanuel Macron et ce qu'il doit réaliser, c'est effectivement fédérer sur un certain nombre d'engagements et de propositions claires, des gens qui a priori viennent d'horizons très différents. Et pour l'instant, le vrai ciment aujourd'hui, c'est le vote utile effectivement à gauche,
parce qu'ils se disent ni Mélenchon ni même Benoît Hamon ne peuvent gagner. Donc il y a un phénomène de vote utile à gauche. Il faut choisir Emmanuel Macron. Et puis il y a un côté un peu répulsif à droite, devant à la fois la candidature de François Fillon et la manière dont la campagne est conduite par les Républicains. Bariza Chiari, il est de gauche et de droite ou il est ni de gauche ni de droite? Il est, je pense, et de gauche et de droite. Et sur la question de l'écoute, évidemment que c'est quelqu'un d'ouvert, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un d'ouvert parce que il a la dimension humaine que donnent les lettres et la culture, donc une forme d'ouverture et une grande capacité d'écoute. Moi, je me réjouis de voir des propos de Bertrand Delanoë ce matin. D'abord, je me sens moins seule à Paris. Ça, c'est formidable. Et de Bertrand Delanoë est aussi... Enfin, c'est un progressiste, réformateur, et qui n'a pas tout accepté. Et là, visiblement, il n'accepte pas le positionnement de Benoît Hamon. Franck Keller, vous êtes conseiller municipal et républicain de Neuilly. Vous ne soutenez plus François Fillon et vous vous interrogez donc sur le candidat Emmanuel Macron ? Oui, parce que je pense qu'il est nécessaire de réformer en profondeur la France et de relancer notre économie. Pour moi, le plus important, c'est cela, parce que l'économie, ça veut dire de la stabilité, ça veut dire de la croissance, ça veut dire de l'emploi. Vous pensiez au début qu'avec le programme de François Fillon, vous pouviez y arriver ? Moi, je suis un libéral. Je suis un libéral et je suis convaincu, effectivement, qu'il faut mener des réformes importantes et des réformes plutôt libérales. Donc, effectivement, parmi les programmes lors de la primaire, celui que je jugeais comme étant le plus intéressant, le plus abouti, le plus réformateur, c'était celui de François Fillon. Et donc c'est pour ça que moi j'ai voté François Fillon au premier tour et au second tour de la primaire. Sauf qu'il s'est passé ce que l'on sait. Je me suis exprimé suffisamment, je ne vais pas le refaire aujourd'hui sur les plateaux télé. Je pense que François Fillon n'est plus en mesure de mener les réformes qu'il voulait faire. D'ailleurs, il commence à revenir dessus. On a vu avec la partie sécurité sociale, la partie santé. Donc il revient dessus. On a vu ce que valait sa parole donnée aux 20h de TF1 lorsqu'il s'est présenté par rapport à son affaire. Donc moi, je me dis, il faut absolument qu'on ait un président qui puisse réformer la France en profondeur. Et nous avons eu enfin le programme d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Donc moi, je l'ai étudié, je l'ai analysé, surtout sur l'aspect économique, surtout sur ces volets-là. Et je dis que ces volets sont intéressants. On va vraiment dans une bonne direction. C'est un vrai bouleversement, ce qu'il veut faire. Un bouleversement en profondeur que la gauche, avec François Hollande, n'a pas fait, que la droite, avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, n'ont pas fait non plus, avec Jacques Chirac non plus également. On a enfin un candidat qui veut réformer profondément, avec, je pense, une politique plutôt libérale. En tout cas, c'est ce que j'y vois. Qu'est-ce qui vous manque pour rallier, du coup, Emmanuel Macron, officiellement et clairement ? Je pense que pour que Emmanuel Macron, véritablement, puisse avancer et réussir, puisse être en marche, il lui faut un pied gauche. Et ça, on a l'impression qu'il l'a. Et qu'il est très présent. Mais il lui faut aussi un pied droit. Pas assez d'élus de droite pour vous, concrètement, c'est ça ? Il faut impérativement que ça ne soit pas la reproduction de systèmes et les mêmes équipes que l'on a vues pendant 5 ans. Il faut impérativement qu'il y ait des idées nouvelles. Et elles sont là, les idées sont là. Elles sont vraiment très porteuses et très intéressantes. Alain Madelin l'a dit hier concernant la partie réforme des retraites. Il a dit c'est pas un bon programme, c'est un programme excellent. Alain Madelin, qui est la figure du libéralisme français depuis très longtemps. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour tirer vers la droite, entre guillemets, qui pousse vraiment ce programme et qui puisse l'appliquer, et en grande partie au niveau économique en tout cas. Je ne parle que de l'économique. Je n'ai pas encore suffisamment regardé le reste, mais sur la partie économique, c'est un programme, moi, qui me séduit. Alors d'ailleurs, au-delà de réagir là, c'est possible ? Oui, l'hémisphère droit est satisfait. L'hémisphère gauche dans le programme est aussi satisfait. Donc il y a la gauche avec Macron, et il y a la droite avec Macron, et le centre avec Macron. Et donc je pense que lui, il est en train de gérer toute cette complexité, et franchement, il y arrive. C'est pas toute la droite quand même. Non. Toute la gauche. Il y en a des petits éléments pour l'instant. Des petits éléments pour l'instant, mais il a comment dire, sa singularité, c'est de tenir les deux bouts, c'est-à-dire de la liberté et en même temps des solidarités pour tous. De faire la synthèse que François Hollande n'a pas réussi à faire. Voilà, c'est la synthèse que François Hollande n'a pas réussi à faire, effectivement. Et là, il tient les deux bouts. Ce qui est bien d'un côté, il le prend. Ce qui est bien de l'autre, il le prend. Moi, hémisphère gauche, je suis satisfaite. Et vous êtes satisfait. Je peux rebondir juste un instant. Pour l'instant, à droite, la droite n'est pas satisfaite. On voit effectivement, en lisant son programme économique, qu'il y a vraiment des réformes de fond importantes qui sont intéressantes et qui peuvent vraiment réformer l'économie française pour la relancer et la rendre compétitive. Cependant, la droite, les gens de droite qui ne sont pas des gens sectaires, qui ne sont pas des gens qui sont hystérisés, là, comme on peut le voir depuis quelques semaines, et qui sont réformateurs et progressistes,
veulent des gages, veulent des garanties. Vous les avez dans le programme. Vous les avez dans le on programme. les a dans le programme, économique, vous les avez. Mais c'est pas suffisant. Le programme, il y a aussi des choses à améliorer. L'ISF, ça va dans la bonne direction. Je suis convaincu que pour la partie immobilière, il faudrait la sortir. Bon, après, il y a un bloc. On ne peut pas être d'accord sur tout à 100% sur aucun programme. Mais par contre, je ne suis pas satisfaite sur tout. Donc voilà. Mais par contre, il est nécessaire. Si on y trouve notre compte. Vous n'êtes pas satisfaite sur tout, ça veut dire quoi? Du coup, que c'est par défaut quand même, finalement? C'est que vous prenez le moins pire? Non, pas du tout. Moi, j'ai adhéré tout de suite à la démarche d'Emmanuel Macron parce que très tôt, il a diagnostiqué la décomposition des partis politiques. Très, très tôt. Ils ne sont plus en capacité de... Moi, je l'ai vu, j'ai présidé les débats au Sénat et je l'ai vu défendre son projet et être en capacité d'écouter les adversaires politiques et de leur dire, à un moment donné, il écoute et il prend ce qu'il y a de bon chez l'autre. Et capacité à dire, faites un sous-amendement, vous avez raison, je n'avais pas vu cet aspect, je prends. Et donc, il a cette capacité d'intelligence, à prendre ce qui est bon là où c'est bon, quoi. Alors là, on parle beaucoup des élus, des soutiens, mais Emmanuel Macron parle beaucoup aussi de la société civile. Il s'entoure aussi de proches aux profils très différents. Un clan associatif, un pôle d'experts, mais aussi la vieille garde mitterrandienne. La galaxie Macron, un sujet signé Benjamin Dard, on en parle juste après. Certains de ses soutiens préfèrent encore rester dans l'ombre, d'autres acceptent la lumière, avec chacun sa place et sa partition. Parmi eux, 4 figures, pas toujours connues du grand public, 4 familles aussi différentes que complémentaires. Le clan associatif d'abord. Dans le rôle de l'homme de terrain, autodidacte, de gauche, Jean-Marc Borrello, 59 ans, fondateur d'un géant associatif, le groupe SOS, au service notamment de la lutte contre l'exclusion. Et nous sommes allés ensemble depuis plus de 15 ans sur des terrains de l'entreprise d'insertion, de la Seine-Saint-Denis, des structures pour enfants handicapés. Ça sert aussi à ça, un délégué national, c'est permettre de rencontrer des univers extrêmement différents, extrêmement éloignés de ce qu'ils côtoient au quotidien. Autre caution de gauche, Catherine Barbarou, la patronne de l'ADI, une association de microcrédit. Dans la galaxie Macron, la planète start-up a un visage, Axel Tessandier, 35 ans, dont 6 passés dans la Silicon Valley, à la tête d'une agence de communication. C'est la carte 3.0 du candidat. Je suis partie à San Francisco de cette façon-là. Je devais rester 3 mois et je suis restée 6 ans. Et bien là, je suis rentrée. Je ne savais pas comment j'allais m'engager. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais je savais que je ne voulais pas regarder les élections de 2017 des États-Unis, que je voulais m'engager, que je voulais pas que le FN soit une fatalité, quoi. Dans son sillage, d'autres figures de la French Tech, comme Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, ou Xavier Niel, le propriétaire de Free. Dans le bureau d'à côté, le pôle des experts, responsable du programme et de son chiffrage, Jean Pisani-Ferry, 65 ans, économiste chevronné, ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Quand on analyse les erreurs qui ont été faites dans un certain nombre de cas, c'est souvent des erreurs de diagnostic. C'est-à-dire on s'est trompé sur la nature des problèmes. Prenons le dernier quinquennat, quand on croit que les problèmes sont très très conjoncturels alors qu'ils ont un caractère plus structurel, on fait des erreurs. À la main que l'ancienne boîte à idées de Nicolas Sarkozy s'est aussi rangée derrière le leader d'En Marche. Enfin, plus distante mais bien présente, la vieille garde mitterrandienne. Jacques Attali, qui a repéré Emmanuel Macron parmi les jeunes énarques prometteurs, et Pierre Berger, homme d'affaires et mécène, ancien soutien de Ségolène Royal. Nous ne sommes plus dans une gauche du Front populaire. Ce n'est plus cette gauche-là. Monsieur Hamon croit qu'on est encore en 1936. Il se trompe. Nous sommes dans une gauche de négociation. Dénominateur commun de toutes ces têtes d'affiche, la volonté de dépasser le clivage droite-gauche, idéal pour celui qui rêve d'être un candidat inclassable. Un candidat inclassable, dit Benjamin Dard, mais Arlette, ça amène quand même un vrai jeu d'équilibriste, du coup, pour Emmanuel Macron. C'est exactement la même chose. Vous transposez la politique, vous faites travailler ensemble des gens qui viennent de la gauche, du Front de gauche, du Parti communiste, avec des gens qui viennent du centre, qui viennent des Républicains. Après, vous mettez des novices en politique, et puis vous prenez effectivement des gens qui sont expérimentés, qui ont un passé, parce qu'il faut quand même apporter un peu d'expérience, par définition, des jeunes, donc des moins jeunes, des seniors, des gens qui sont dans des start-up, qui réussissent, et puis des jeunes de banlieue qui espèrent. Donc tout ça, c'est soit il y a la potion magique, et effectivement, dans une autre version d'Obélix, finalement, Emmanuel Macron réussit à mettre tout le monde ensemble, et il y a cette potion magique que tout le monde... Panoramix. Oui, ça marche.
Ou bien alors, c'est-à-dire que des contraires s'ajoutent, et ça devient du positif, ou bien les contraires s'annulent, ou bien se détruisent au bout d'un moment. Donc pour l'instant, il y a la ferveur, il y a l'espoir qu'incarne Emmanuel Macron qui fait vivre tout le monde ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ils n'adhèrent pas à En Marche pour la plupart d'entre eux. Ils rejoignent Emmanuel Macron, ce qui est un petit peu différent. C'est ce que dit Bertrand Delanoë, en fait. Il ne rejoint pas l'équipe. Oui, par exemple, je prends Patrick Braouzek, qui est un élu du Front de gauche de l'Île-de-France, qui dit hier « J'appelle à voter communiste ou Front de gauche aux législatives, mais je rejoins Emmanuel Macron parce que j'appelle à voter Emmanuel Macron parce que c'est le seul capable aujourd'hui de résister à Marine Le Pen. » Donc voilà, c'est un peu aussi François Bayrou. J'adhère pas à En Marche, je ne rallie pas, je le soutiens. Donc tout ça fait des positions. Donc encore une fois, ou bien la potion magique est touillée et c'est gagnant, ou bien ça ne marchera pas au bout du compte et on le saura relativement vite. On voit plusieurs élus du Parti socialiste qui rappellent publiquement leur attachement justement à leur famille d'origine. Richard Ferrand, notamment le 25 février dernier en marge d'un déplacement dans le Limousin, qui a quand même dit « Je suis socialiste, je reste socialiste ». Alors quand vous dites ça, c'est quoi? C'est crainte de la droitisation du mouvement aussi? C'est par crainte de ça? Non, pas du tout. Ce que je dis, je suis socialiste, je l'ai toujours été. Ce sont les valeurs portées par le socialisme. On peut m'enlever ma carte, on peut m'exclure, mais les valeurs portées par les socialistes, je le garde. Je suis rentrée en politique pour les valeurs. Et je me suis éloignée de la gauche de gouvernement pour absence de valeurs, notamment sur les migrants, le discours de Munich, de Manuel Valls, le naufrage qu'a été la déchéance de nationalité, et cette laïcité hystérique qui hystérisait le débat. Donc, effectivement, mais Madame Chabot, Yves, vous avez raison, mais le fil rouge qu'il y a là dans toutes les personnalités qu'on a vues, c'est leur réussite personnelle. Et au bout d'un moment, c'est-à-dire que ce sont des gens compétents, et au bout d'un moment, quand vous mettez des gens qui ont réussi à titre individuel, ils se sont élevés, ils sont en capacité d'écouter l'autre. Et je pense qu'au bout d'un moment, les compétences de chacun vont effacer leur appartenance à la droite, la gauche et le centre. Et je pense qu'il réussira. On va justement venir sur un point du programme d'Emmanuel Macron. Il a donné une longue interview à l'AFP hier, et dans cet entretien, il assume donc totalement cette politique qu'il veut de discrimination positive envers les quartiers populaires. Il propose notamment de verser une prime à l'entreprise, une entreprise qui recrute donc en CDI un habitant de ces quartiers prioritaires. Il était en déplacement au Mureaux hier. On va écouter justement ce qu'il dit sur sa politique de discrimination positive. On ne donne pas les mêmes chances qu'ailleurs de réussir. Et donc, en concentrant ces difficultés, on ne se donne pas les moyens de vraiment reconnaître les talents et les mérites qui peuvent exister dans ces quartiers. Et donc, dans le projet que nous avons présenté la semaine dernière, plusieurs mesures extrêmement structurantes seront applicables, je l'espère, dans les prochains mois pour ces quartiers. C'est celle que je suis venu à la fois défendre, expliquer, en même temps que je suis venu écouter les besoins. Là, c'est un dispositif ouvert, volontariste, d'investissement sur les femmes et les hommes pour qu'ils puissent réussir dans ou hors des quartiers. C'est une mesure qui est plutôt un marqueur à gauche. Ça vous convient, ça, là, cette discrimination positive, celle-ci, en tout cas, celle d'Emmanuel Macron? D'abord, c'est pas très clair ce qu'il dit. Il y a des choses, effectivement, discrimination positive qui avaient été utilisées à l'époque par Nicolas Sarkozy. Il parle des zones franches, notamment. Vous savez, ces entreprises qu'on a délocalisées dans les banlieues, mais on se rend compte qu'elles embauchent finalement que des Parisiens. Donc l'idée, c'est ça, cette discrimination positive, c'est finalement de vouloir embaucher plutôt prioritairement des gens des quartiers. Ce qui est très important, et ce qui est bien chez Emmanuel Macron, et c'est ce qu'il a de nouveau en politique, j'ai l'impression qu'il veut faire tomber tous ces clivages droite-gauche, c'est que nous on parle de la droite et de la gauche, mais que lui est déjà passé ailleurs, il est déjà sur un temps d'avance, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Mais ça vous parle comme mesure, ça pourrait vous convenir, vous pourrez adhérer? Ce qui est important, c'est d'innover, c'est d'essayer. On a toujours les mêmes recettes qui tournent en boucle depuis des années et qui ne marchent pas. Le fait de vouloir tenter autre chose, parce que le but c'est quoi? C'est de faire travailler des jeunes qui sont dans des banlieues, qui ruminent, qui tournent en rond et qui peuvent se radicaliser en quelques jours sur Internet. C'est absent de cette campagne quand même. Oui, on parle. Le problème de cette campagne, c'est qu'on n'a parlé que de l'affaire Fillon pendant des mois. Et moi, j'aimerais qu'on parle du fond, et c'est bien de pouvoir en parler du fond et de parler des programmes. C'est quand même extrêmement important. Et là, ce qu'on voit avec effectivement Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des mesures de droite, des mesures de gauche. Mais c'est plus comme ça qu'il voit les choses. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est que c'est des mesures dans l'intérêt de la France pour relancer la France, la société, l'économie, le système. Mais il y a certaines valeurs derrière ça que je veux dire, notamment là de solidarité, par exemple, qui sont peut-être un peu plus quand même des valeurs de gauche que des valeurs de droite. Non, je ne suis pas d'accord.
Je suis pas Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Absolument pas d'accord. La solidarité, c'est pas le monopole d'un parti politique. Il y a des gens qui se veulent solidaires, en tout cas qui veulent une société française solidaire, parce que sinon elle va exploser à un moment donné. Ça va monter les uns contre les autres, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Mais effectivement, on peut se poser des questions sur des mesures qui viennent a priori plus de la gauche, comme d'autres viennent plus de la droite. Quand ils parlent d'assouplir les 35 heures, de baisser le taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, etc., la gauche va dire que c'est des mesures de droite. Non, c'est des mesures bonnes pour une cohérence, pour amener une cohérence de la société française et vraiment réconcilier plusieurs Frances qui aujourd'hui sont très divisées dans l'intérêt de la société française. Mais Nicolas Prissette, quand même, dans cette interview notamment et ce déplacement, il dit la droite a parlé à la France qui réussit, la gauche a parlé à la France populaire la plus en difficulté, mais elles ont toutes les deux oublié les classes moyennes. Donc là, voilà, une fois de plus, il se dépasse puisqu'il dit que la droite et la gauche n'ont pas parlé aux classes moyennes et ont oublié les classes populaires. Oui, alors les classes moyennes, c'est évidemment le cœur de l'électorat que chaque candidat à l'élection présidentielle vise toujours par définition. Alors, dans sa stratégie, Emmanuel Macron, il a fait plusieurs constats. D'abord, que les progressistes de centre-droit, de centre-gauche, finalement, ils sont dans deux camps différents, mais ils pensent à peu près la même chose. Donc la même chose sur les classes moyennes, la même chose sur l'économie, la même chose sur le social. Mais chacun dans son camp. Il a fait cette première analyse politique qui est assez commode à faire, hein, faut bien le reconnaître, c'est pas non plus... voilà, c'est assez évident. Et puis, aussi, stratégiquement, il a observé que les Français, ça c'est ce que je raconte en partie dans mon livre, il a observé que les Français étaient assez demandeurs que les clivages puissent être dépassés pour lutter contre la crise. La crise, en résumé, contre le chômage de masse. Ça, c'est une demande qu'on voit récurrente dans les enquêtes, notamment du Cevipof, depuis plusieurs années. Et il s'est dit... il y a quelque chose à faire, sans doute, pour répondre à cette attente de l'opinion publique, sachant que, évidemment, on peut faire le constat que ni la droite ni la gauche ne sont jusqu'ici parvenus à résoudre ce problème du chômage, à faire baisser le chômage de masse. Donc, le macronisme, si on peut le théoriser comme ça, il commence sur ce type de constat qu'il y a un espace politique qui reste à occuper au centre, que Bayrou, en 2007 ou en 2012, n'était pas parvenu à occuper. Et aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion sur le potentiel électoral ou sur qui voterait pour Emmanuel Macron, vous avez la moitié des électeurs de Bayrou qui voteraient pour lui au premier tour. Donc ça, c'est une enquête de l'IFOP qui date d'hier matin. La moitié des électeurs de François Hollande qui se porteraient sur Emmanuel Macron au premier tour, et 20% des électeurs de Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire que cette stratégie d'essayer de parler à la fois à la droite et à la gauche, elle porte beaucoup au centre, elle porte beaucoup à gauche, elle porte un peu à droite, alors qu'au départ, la popularité d'Emmanuel Macron s'est beaucoup construite sur l'électorat de droite parce qu'il apparaissait transgressif au sein d'un gouvernement de gauche. On veut parler de lui justement à l'aide comme héritier. Alors on ne sait plus trop, héritier du centre, héritier du candidat Hollande et du bilan. On a justement cette infographie, les décodeurs du Monde, on fait ça, on regardait au niveau des programmes. Et c'est vrai qu'on voit peut-être une ressemblance notamment avec le programme de François Hollande en 2012. Regardez les propositions d'Emmanuel Macron compatibles avec 37% des propositions de François Hollande. C'est quand même le candidat du bilan. 19% seulement avec celle de Benoît Hamon. Exactement. Mais ce qu'on peut faire ce qui peut redoutable pour effectivement Emmanuel Macron, c'est qu'on dise qu'il ressemble à François Hollande, que son programme est celui de François Hollande, qu'il est l'héritier de François Hollande. D'ailleurs, on a bien compris que c'est ce que répètent en boucle les Républicains et notamment François Fillon. Si vous voulez effectivement tuer la candidature d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de répéter que voter pour lui, c'est voter pour François Hollande. Ça, on a bien compris effectivement la campagne. En même temps, on ne va pas nier qu'effectivement, il a participé à l'élaboration du programme de François Hollande en 2012, qu'il a été aussi son conseiller à l'Élysée et son ministre ensuite. En même temps, si je soutiens Emmanuel Macron, je dis bah oui, mais il a rompu parce qu'il a bien vu que François Hollande ne suivait pas, au fond, ses conseils et n'allait pas jusqu'au bout de la démarche qu'il souhaitait. Et il a créé, effectivement, il a démissionné et il a créé son mouvement pour faire ce qu'il estime être nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire l'incarnation d'une... On dit troisième voie, alors on pense à Tony Blair, mais même si c'est ancien, une espèce de troisième voie, et qui effectivement, encore une fois, on retrouve la gauche, la droite, une position un peu centrale. Si vous voulez, c'est l'unité nationale à lui tout seul, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Français, effectivement, on disait à l'instant, Nicolas disait, rêvent d'une unité nationale, d'une union nationale pour résoudre les problèmes que la droite et la gauche ont été infichus de régler. Vous dites rêve.
Ça fait très utopie, oui. du coup. Rêve, donc il peut essayer de la réaliser. C'est-à-dire, on dit, au lendemain d'une victoire face à Marine Le Pen, celui qui sera élu, et on pensait jusqu'à présent à François Fillon, sera bien obligé d'ouvrir parce qu'il faudra rassembler les Français. Et donc là aussi, créer d'une manière ou d'une autre, en tout cas un gouvernement qui rassemblera ceux qui veulent effectivement faire avancer la France. Lui, il dit, je vous propose dès maintenant. Alors, encore une fois, va-t-il réussir? C'est effectivement un pari qui est quand même compliqué jusqu'à présent. Effectivement, tout a bien fonctionné pour lui. Il progresse, il talonne Marine Le Pen dès le premier tour. Beaucoup s'interrogent, encore une fois, il y a un phénomène de vote utile à gauche, mais aussi certains à droite commencent à se demander, chez les centristes évidemment, mais même chez les républicains, s'il ne faut pas songer tout de suite à dire « je soutiens Emmanuel Macron ». Mais voilà, en tout cas, ce qui peut lui arriver de pire, c'est effectivement l'étiquette « j'ai aimé François Hollande ». Voilà, il a aimé François Hollande. Il n'est pas l'héritier. Il n'est pas l'héritier de François Hollande. Je pense, votre analyse est tout à fait juste. Il est dans le dépassement. Il est dans l'invention et dans la novation. Alors ça d'accord, mais alors quelle majorité ensuite pour gouverner si il devient président de la République? Qui va voter les lois des gens de gauche, de droite? Quand on voit la difficulté au sein même d'un parti pour voter une loi aujourd'hui, on se demande comment ça va se passer. Alors l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas rentré dans le jeu des primaires. Parce que les primaires, ça fait un chef et ça fait jamais une ligne politique. Ah oui, il sera quand même le chef s'il est président de la République. Attendez. Sinon, il n'y aurait pas eu l'émergence des frondeurs pour François Hollande. Et on voit ce qui se passe à droite avec François Fillon, qui, pour gagner les élections, radicalise son discours. Hamon radicalise à gauche. Et donc, ça ne peut pas marcher parce qu'après, ils sont obligés de se recentrer. Emmanuel Macron n'est prisonnier de rien. On est libéré de tout dans le cas contraire, du coup. Alors, où sont les limites, quoi. Alors, s'il gagne, et ce que j'espère parce que je le soutiens, s'il gagne, d'abord, les candidats En Marche, il y en aura partout, et il fera signer à toutes les personnes qui auront l'investiture le plan de transformation nationale. Donc, il y aura un engagement pour que justement. Donc une fois qu'on s'est engagé, on ne peut plus critiquer en fait. Non, sur les aspects essentiels, c'est-à-dire sur les grandes orientations, il va. C'est large quand même les grandes orientations. On sait qu'après c'est des points précis. Il y a des points dans le programme. Oui, mais vous voyez, c'est très large et après il faut quand même les lois, ce sont sur des points précis. Donc. Et je pense qu'il va y avoir, vous savez, il y a l'effet majorité présidentielle. Et ça va compter. Oui. À mon avis, ça va. Vous pensez vraiment que ça va compter quand on voit là les derniers quinquennats? Moi, je suis absolument convaincu qu'il ne faut pas comparer avec ce qui s'est passé avant. Le système va exploser, la droite va exploser, la gauche va exploser. Ça va complètement se recomposer. Et si Emmanuel Macron gagnait, on n'en sait rien pour l'instant, mais s'il gagnait cette élection présidentielle, ça veut dire qu'une majorité des Français aura voté pour lui, des gens venant de la gauche, des gens venant de la droite. Mais ça va exploser, je pense, tout ce vieux système qui était installé depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Donc il faut un nouveau système qu'aujourd'hui personne n'est vraiment capable de dire ce qu'il est, ce nouveau système. Le système actuel est à bout de souffle, les gens n'en veulent plus. On a besoin de société civile, on a besoin de gens qui soient à la tête de la France, qui connaissent la vie en entreprise, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des salariés, des gens qui aient la connaissance et qui aient la conscience de ce que vivent les Français, que ce ne soient pas des experts, que ce ne soient pas des politiques hors sol, comme on connaît beaucoup trop aujourd'hui. Oui, beaucoup de personnes de la société civile, on a entendu. Il y a pensé ça, Emmanuel Macron, quel système ensuite il va pouvoir mettre en place pour gouverner? Mais c'est ça son pari, c'est que justement la majorité avec laquelle il pourrait se retrouver, en tout cas le groupe majoritaire En Marche, si jamais cette hypothèse se réalisait, eh bien, Emmanuel Macron, il souhaite que ça soit pour moitié des gens venant de la société civile, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de parcours d'engagement politique, d'engagement d'élus, qui sont des novices dans leur fonction de représentation nationale, mais qui, du fait qu'il n'y ait pas d'antériorité ni au PS, ni chez les Républicains, eh bien, seraient forcément défenseurs uniquement de sa ligne politique à lui, de son programme politique à lui. Donc vous voulez dire que dans un gouvernement, on pourrait avoir dans les ministres des gens qui viennent de la société civile? Alors là, je parlais des députés. Parce qu'après, ça, c'est pour la constitution de sa majorité dans le scénario qui serait le plus idéal pour lui, bien sûr. Après, en ce qui concerne le gouvernement, alors bon, il évoque de façon assez classique un gouvernement resserré, avec aussi des personnalités venant de la société civile. On a souvent entendu ça dans les campagnes présidentielles de la part de candidats de droite ou de gauche. Comment dire, là, l'avenir le dira. Voilà, c'est une promesse qui est souvent faite sans jamais forcément être réalisée.
Application en suspens. Oui. Très difficile, évidemment, pour Emmanuel Macron. Alors, évidemment, on peut dire qu'il y a un choc. S'il est élu président, ça veut dire... une rupture nécessaire, peut-être, d'ailleurs, quand on voit l'état des partis aujourd'hui. Vous arrivez sur le terrain et les législatives. Voilà. Alors après, chaque parti, quand même, notamment ceux qui auront été battus, bien entendu, le Front National va présenter des candidats. Les Républicains vont être absolument frustrés s'il n'y a pas de victoire de leur camp et de leurs candidats. Il y aura à gauche la volonté de reconquérir l'hégémonie à gauche s'il n'y a personne de gauche qui effectivement est au second tour. Quand j'entends de gauche, je prends des précautions de langage, ni socialiste, ni soutien de Jean-Luc Mélenchon. Il va y avoir une espèce de multiplicité et des candidatures partout. Ça va être très difficile quand même pour Emmanuel Macron d'avoir une majorité, parce que quand même, il y aura à la fois un Front National, si Marine Le Pen est battue au second tour, qui aura une envie évidemment, et qui aura des élus bien entendu. Encore une fois, les Républicains aussi, ça sera éparpillé à gauche. Il y aura ces candidats qui seront pour certains des gens expérimentés, moitié politique, moitié société civile. Donc tout ça n'est quand même pas facile. Alors, on se dit... pas difficile de composer un gouvernement, il y a toujours beaucoup de candidats. En revanche, avoir une majorité à l'Assemblée, c'est pas évident pour lui. Mais vous allez me dire, chez Emmanuel Macron, et je parle pour eux, c'est de dire, bon, il y aura une majorité composite, mais on aura une majorité, et puis finalement, les autres. Si François Fillon est battu et même n'aime pas au second tour, il y aura déjà des frondeurs qui seront parmi les Républicains qui peuvent être élus. Même chose, évidemment, si Benoît Hamon était battu au second tour. Bon, donc, quel que soit l'élu au fond, et je ne parle même pas de Marine Le Pen, ce sera très, 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 très difficile d'avoir une majorité. Il nous reste 20 secondes. Barry Zacharie, juste dans quel état d'esprit il est aujourd'hui Emmanuel Macron? Il a quand même conscience de cette difficulté, vous qui le côtoyez quand même? Oui, évidemment, ce que vous dites est juste. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a géré la complexité. Et je pense qu'il est en capacité de continuer à gérer la complexité. Eh bien, on verra. Voilà, mot de la fin, gérer la complexité. C'est vrai pour le monde, comme pour la majorité parlementaire, comme pour la politique. Voilà, et tout est possible. On la rajoutera aussi pour la forme. Merci beaucoup à tous les quatre. À suivre sur LCI, on va parler du Front National. Marine Le Pen qui a donné une longue interview à la chaîne américaine CBS. Les présidentielles et la percée du Front National en France sont scrutées par nos voisins américains, mais aussi européens. Alors que pense-t-on à l'étranger de Marine Le Pen? Fait-elle peur hors de l'Hexagone? On en parle avec mes invités juste après le journal.